Donc, on va commencer avec une petite intro sur l'entreprise, un petit 5 minutes. Ensuite de ça, on va aller voir le volet base de données. Donc, comment construire sa base de données? Ça va être environ 35 minutes. On va regarder les grands principes du secteur ferme. Comment GLR peut vous aider à choisir votre ferme. Et ensuite de ça, on va voir précisément là, au niveau de l'inventaire. Donc, combien de propriétés sont dans le secteur ferme, la valeur moyenne des propriétés du secteur et le nombre de ventes dans le secteur. Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent nous aider à déterminer, c'est ça, notre secteur ferme. Ensuite de ça, on va aller voir les 3 choix de bases de données qui sont disponibles chez JLR, donc avec les coûts également. Ensuite de ça, on va regarder comment mettre à jour la base de données, donc avec des alertes, ainsi de suite. Et on va terminer avec une période supplémentaire de questions. Donc, à propos de JLR, donc je pense que la majorité d'entre vous connaissez l'entreprise. Vous savez que c'est une entreprise québécoise qui a été fondée là, en 1986. En fait, c'est Jacques Laroche qui a débuté ou plutôt fondé l'entreprise. Et de là, le JLR, c'est Jacques Laroche Recherche Immobilière. Donc, on a une clientèle d'affaires composée d'institutions financières, d'assureurs, des évaluateurs, des agences gouvernementales et bien sûr, tous les professionnels de l'immobilier. On est rendu maintenant avec 40 employés, puis il faut dire qu'au début des années 86, on avait commencé avec peut-être 3 ou 4 employés. Donc, c'est une belle évolution. Et puis, on a maintenant au-delà de 15 000 utilisateurs. Donc, on a une base de données qui contient plus de 6,5 millions de transactions immobilières. C'est énorme. Et je crois que vous savez, on s'est mis à jour quotidiennement et on couvre tout le Québec. On a aussi plus de 1,2 million de photos de façade de maison. Donc, vous savez, ce ne sont pas des photos MLS, mais bien des photos que JLR a prises après dans les années 2000. Et on a également 2,1 millions d'unités d'évaluation foncière. Les données qui sont recueillies chez JLR, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recueille au moins 75 différents types de transactions au registre foncier. Et naturellement, quand on a commencé en 86, c'était spécifiquement des types de transactions qui pouvaient affecter le type de propriété. Le titre, et non le type. Donc, on parle de vente immobilière. Naturellement, c'est un transfert de titre. Les successions, les donations, les cessions, les reprises de finances. Donc, au début, on a toujours pris ces types de renseignements-là et avec le temps, on a ajouté d'autres types de transactions. Donc, on a rajouté les préavis d'exercice, les avis de retraite percevoir LEE, les hypothèques légales, ainsi de suite. Et tout dernièrement, on a ajouté les hypothèques, donc vraiment les actes de prêt. À ne pas confondre avec les hypothèques légales. Donc, on sait bien que les hypothèques légales, ce sont des liens sur des propriétés, souvent pour des impôts non payés, tandis que l'hypothèque, c'est vraiment l'acte de prêt des institutions financières. Donc, ça date de janvier 2014. On disait toujours que c'était la vente immobilière qui était la plus récurrente dans les types de documents qu'on recueille. Et maintenant, ça a été déclassé par l'hypothèque parce qu'il y a plus d'hypothèques qu'il y a de ventes. Et ça surprend souvent les gens, mais dites-vous bien que les refinancements, il y en a beaucoup pour une même propriété. Donc, pour cette raison-là, il y a plus d'hypothèques ou d'actes de prêt qu'il y a de ventes immobilières. Donc, on recueille au-delà d'un demi-million de transactions immobilières chaque année, c'est énorme, et sur un délai de 48 heures. Et à ce moment-ci, on se dit, pourquoi JLR? Pourquoi expliquer tout ça? Mais avec JLR, et je crois que la majorité des courtiers immobiliers, vous le savez, on peut faire, en fait, il y a 3 volets où est-ce qu'on peut faire de l'analyse. Lorsqu'on a une propriété qu'on veut analyser, d'accord, c'est le volet analyser. Évaluer, okay, lorsqu'on veut obtenir une valeur marchande et prospecter, mais c'est quand on veut peut-être augmenter le nombre d'inscriptions qu'on a. Donc, ce sont les 3 grands volets de JLR et aujourd'hui, notre formation va porter spécifiquement sur le volet prospecter. Okay. On va débuter avec le secteur ferme. On a eu des définitions sur Internet par realestateabout.com et nard.com sur le secteur ferme et j'aimerais préciser que JLR ne prétend pas être des experts en matière de secteur ferme. Okay? On en parle tout simplement parce qu'il y a un lien avec les bases de données. D'accord? Donc, l'information qu'on va vous montrer par rapport au secteur ferme, c'est vraiment des informations qu'on a obtenues, là, si on veut, là, de sites Internet intéressants. Donc,
On dit s'il existe une chose que la majorité des courtiers prospères font, c'est d'établir une stratégie marketing démographique. Ils cultivent leur secteur. De là le terme secteur ferme. Et si vous êtes comme moi, pendant des années, je pensais lorsqu'on parlait de secteur ferme que le mot ferme signifiait bon, on a un secteur, puis on ne peut pas vraiment déroger. On ne peut pas aller à l'extérieur de ce secteur-là, c'est ferme. Mais en lisant de la documentation, et ainsi de suite, je me suis rendu compte que le terme ferme veut plutôt dire farm, comme en anglais, cultiver. Donc, ce qu'on veut dire, c'est tout ce qui est impliqué, c'est de semer, d'entretenir et d'arroser régulièrement, de récolter les fruits par la suite, et dans votre cas, les fruits arrivent sous forme de commission. Donc, c'est vraiment ça le secteur ferme. Donc, ça n'a rien à voir avec la rigidité, mais c'est vraiment ferme comme cultivé. Et dans un contexte immobilier, cultiver sa ferme peut être accompli via des envois postaux. Je pense que vous le savez tous. Donc, on peut y aller avec des lettres personnalisées ou des infolettres, des cartes postales, toute autre forme de publicité. Mais la clé pour cultiver son secteur, et là encore, j'ai pris ça sur les sites Internet, puis il y en a beaucoup par rapport au secteur ferme, mais c'est la fréquence des communications. Donc, en anglais, ils disent toujours, en gros, consistency, okay, d'être toujours rigoureux et de toujours s'assurer que les gens dans notre secteur voient notre nom régulièrement. Et même, selon certains sites, disent sur le sujet qu'il est préférable de faire des envois aux 4 à 5 semaines à 2000 propriétaires plutôt que d'envoyer seulement une lettre par année à 10 000 propriétaires. Donc, on voit ici que la rigueur est vraiment dans la fréquence des acheminements. Et avec tout ça, on dit, bien, en quoi GLR peut-il vous être utile pour travailler votre ferme? Hein? À quoi on veut en venir avec ça? Mais tout simplement, avec la création d'une base de données, vous facilitant la tâche, je dirais même la vie avec vos envois postaux. Et aussi, on s'assure de s'adresser aux propriétaires versus des locataires. Parce qu'on sait qu'on a des services aussi à droite et à gauche, où est-ce qu'on peut, juste à titre d'exemple avec Post Canada, c'est un bon service, mais qui ne s'adresse pas nécessairement aux propriétaires parce que c'est les résidents, si on veut. Donc, dans un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de locataires, à ce moment-là, on vise un petit peu dans le vide. Donc, avec GLR, on s'assure vraiment d'atteindre les propriétaires. Donc, on va faire un petit scénario juste pour voir comment ça pourrait fonctionner, obtenir une base de données sur son secteur ferme. Donc, moi, j'aimerais créer une ferme composée de propriétés résidentielles à Ahuntsic dans le but d'avoir environ 4 à 5 000 propriétés. Donc, moi, je viens d'Ahuntsic, je connais bien le secteur, puis je pense que c'est une bonne idée que je m'établisse là. Donc, comment qu'on s'y prend? Donc, la première étape serait la représentation du secteur géographique. Okay? Donc, avec GLR, on peut y aller avec différentes façons. Donc, on peut y aller avec la ville. Donc, ça va de soi. On peut dire, bon, telle ville. On peut y aller avec des RTA. Et pour ceux qui ne connaissent pas les RTA, c'est les 3 premiers caractères du code postal. Et l'acronyme veut dire route de tri d'acheminement. C'est vraiment là, un terme de Post Canada. On peut aller aussi avec circonscription foncière. Ça, c'est les grands secteurs, si on veut, que le registre foncier utilise. Donc, c'est un énorme secteur. Et je vous dirais que la majorité des gens vont plutôt vers ville ou RTA. Donc, moi, je sais qu'à Ahuntsic, les RTA sont les suivants. Donc, il y a 5 RTA, H3B, H2C, H2M, H2N, H3L. Donc, moi, je contacte GLR avec ces informations-là parce que mon but, c'est de me faire une soumission pour une base de données. Et je dis, est-ce que vous pouvez me sortir le nombre de propriétés résidentielles qui sont dans ces RTA-là? Et quand on parle de résidentiel chez GLR, on inclut l'unifamilial, les plex et le condo. Donc, GLR me revient, et cette soumission-là, il n'y a pas de frais. C'est juste pour vous aider à vous partir à savoir c'est un inventaire de combien. Il y a 15 000 propriétés résidentielles dans ce secteur-là, ou plutôt dans ces RTA-là. Et moi, mon but, comme j'avais mentionné tantôt, c'était d'avoir de 4 à 5 000 propriétés. Ça, je trouve ça
Je pense que j'ai un 0 de trop. Oui, je trouve ça trop grand comme secteur. Alors, je dois peut-être rapetisser un peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben regardez, dans ANSIC, étant donné que c'est un secteur que j'aime bien, je pourrais décider de juste choisir le triplex dans ANSIC et de me faire une soumission avec ça, ou de dire, non, je préfère aller avec un RTA spécifique. OK? Donc, par exemple, le H2M. J'ai vendu plusieurs propriétés dans le H2M. Je suis très à l'aise et j'aimerais avoir, plutôt que juste le triplex dans tout ANSIC, y aller avec un RTA de conserver mon tout résidentiel, donc que ce soit les condos, les plex et les unifamiliales. Donc, je redemande un décompte au niveau de l'inventaire et on me dit qu'il y en a 4500 dans le H2M, donc tout résidentiel. Donc, ça me convient. C'est vraiment dans mes barèmes de 4 à 5 000. Et j'aimerais savoir quand même, est-ce qu'il y a des ventes qui se produisent dans ce secteur-là? Est-ce que c'est stagnant? Puis, quelles sont les moyennes de vente? Est-ce qu'on parle de 100 000, 200 000, 400 000, 1 million? J'exagère un peu, mais c'est bon de savoir dans quoi on s'embarque. Ce qui est plaisant, c'est qu'on peut faire obtenir ces statistiques-là directement dans JLR. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient à ce webinaire-là, qui ont déjà le forfait des vendus avec JLR. Donc, ce sont des informations que vous-même pouvez aller chercher dans JLR via la recherche de propriétés vendues. D'accord? Donc, moi, je l'ai fait, puis je vais vous le montrer tantôt. Il y en a 176. Il y en a qui m'ont dit, non, mais c'est pas énorme. On s'entend que dans un petit ou un RTA H2M, c'est certain que si moi, je le travaille activement, je vais monter ça, cette statistique-là. Ensuite de ça, ben, j'ai le prix moyen 2014. Aussi, combien ça se vend? C'est la même chose. Donc, je peux aller dans ma recherche de propriétés vendues, indiquée de H2M, essayer d'établir une moyenne. On peut établir une moyenne soit globale, résidentielle, mais on peut aussi aller par triplex, unifamilial et condo. Là, la grande moyenne est de 315 000. Je vais juste aller vous montrer dans JLR comment on peut faire ça. Je crois que vous allez tous reconnaître, c'est ça, cette page-là ici de JLR. Vous allez ici dans la recherche de propriétés vendues. Encore une fois, la majorité d'entre vous avez ce forfait-là. Et si vous n'êtes pas membre JLR, c'est simple, pour devenir membre, vous pouvez facilement obtenir ces renseignements-là avec un abonnement de base. Donc, recherche de propriétés vendues, j'y suis. Et voyez-vous ici, il y a des onglets, d'accord, qui vous permettent de sélectionner le type, le territoire géographique que vous voulez chercher. Si je vais par RTA, d'accord, et tantôt, on a décidé que c'était le H2M, donc j'indique ça ici et je coche vente et je vais juste mettre ça un petit peu plus grand pour vous. J'espère que vous allez bien voir. Ici, dans intervalle de date, ok, je vais indiquer 2014-01-01 parce que moi, mon but, c'est de voir combien il y a eu de ventes ok, en 2014. 2014, 12, 31. D'accord? Donc, ça fait 1 an d'intervalle. Puis en passant, c'est certain qu'on a le petit calendrier ici où est-ce qu'on peut aller chercher les pages du calendrier, mais quand on veut changer de mois, c'est préférable d'aller écrire directement dans les cases ici, de mettre des chiffres, c'est beaucoup plus rapide. Ici, je vais choisir dans ma catégorie d'immeubles tout résidentiel. Hein, vous vous souvenez, c'est vraiment le choix de propriété que j'ai, plutôt la catégorie de bâtiment que j'ai décidé d'utiliser. Et je fais rechercher. Donc, je demande dans le H2M, l'année dernière, au niveau des ventes, il y a eu combien de transactions. Et ici, voyez-vous, en haut, votre présélection contient 176 transactions. Ce qui est plaisant, ceux qui ont le forfait des vendus, hein, vous savez que quand on est en présélection, il n'y a rien qui est débité. Okay, ou ça ne me coûte rien. Donc, je ne vais pas obtenir cette statistique-là facilement sans que ça me coûte quoi que ce soit. Donc, je sais qu'il y a eu 176 transactions dans le H2M résidentiel. Ensuite de ça, si j'avais voulu aller plus spécifique, voir entre autres, bien dans ça, il y a combien de condos? Je pourrais refaire le même exercice, pas de condos, mais de plex, OK, H2M, OK, et de refaire mon décompte. Donc, mes dates sont conservées ici. J'indique triplex H2M, juste pour savoir mon 176, c'est ça, décortiqué de quelle façon. Ensuite de ça, on peut aussi aller plus loin, donc sélectionner les propriétés afin d'avoir les prix et naturellement d'obtenir des moyennes. Okay? Donc, ça serait une façon de faire, okay? Donc, via la recherche de propriétés vendues. Si, à
à la lumière de ce que je vois, OK, l'inventaire, la moyenne de prix de vente, le nombre de ventes, si cela me convient, puis je dis, ben oui, j'ai l'air, moi, je suis très satisfaite, ça me semble bien, et ainsi de suite, ben je vais aller de l'avant et j'aimerais vraiment avoir les coûts, OK, puis la sélection du format de la base de données. Parce que tantôt, j'ai mentionné, on avait 3 différents formats de base de données, d'accord? Et c'est les formats qui déterminent les coûts, d'accord? Donc, un premier format serait le format prospection, OK? Où est-ce que c'est une base de données, un fichier Excel qui contient le maximum d'informations, OK, des trois différents types de fichiers. Donc, dans ce format-là, on a l'adresse de la propriété, OK, on a le nom et l'adresse du propriétaire. Ça semble redondant, mais on sait que dans des plex ou du multilogement, du commercial, industriel, les adresses souvent ne sont pas les mêmes. Donc, dans ces cas-là, c'est préférable d'avoir les deux. On a aussi la date de vente, donc quand est-ce que monsieur ou madame ont acheté la propriété, OK, et le prix de vente, combien ont-ils payé. On a des évaluations foncières, le nombre de logements, c'est pas indiqué ici, mais on a également une parien 411, même le fichier Excel. OK, donc ça peut être très intéressant. Donc, ce fichier-là, prospection, le coût varie entre 30 sous du nom à 70 sous du nom. Et le tout déterminé selon le nombre, OK, ou le volume, OK, du fichier. D'accord? Donc, à titre d'exemple, à 70 sous du nom, c'est en bas de 2000, OK, dans un fichier. Donc, si j'ai vraiment un petit fichier, ça me coûtait 70 sous du nom. Et on tombe à 30 sous du nom lorsqu'on a 25 000 et plus. Et je n'ai pas tout marqué entre ça, mais il y a quand même d'autres prix, si on veut, entre ça. Mais moi, comme vous souvenez probablement, c'était 4400 que j'avais dans le mien. Donc, 4500, OK, ben, ça me faisait un coût de 2250 $ pour avoir ce fichier-là. L'autre format, c'est le format Publipostage Plus, où est-ce qu'on a un petit peu moins d'informations. Okay? On se trouve à avoir l'adresse de la propriété et le nom et l'adresse du propriétaire. Donc, vous pouvez voir, les coûts sont un petit peu moins parce qu'on a moins d'informations aussi, parce qu'on n'a pas d'informations qui ont trait à la date de vente, le prix de vente, etc. Donc, on parle de 21 sous à 49 sous du nom. Donc, si je vais vers cette option, donc moi, j'en avais 4500 dans ma base de données, dans mon inventaire, ça me fait, c'est ça, une base de données de 1575 $. Et il y a un troisième format, qui est le format Publipostage, mais il n'y a pas de plus, et c'est qu'on a le nom et l'adresse du propriétaire. D'accord? C'est dans des cas où est-ce qu'on travaille le résidentiel, strictement du résidentiel, qu'il n'y a pas de plex, qu'il n'y a pas de multilogement, quoi que ce soit, on peut assumer peut-être que le nom et l'adresse du propriétaire est l'adresse de la propriété. La plupart au niveau du résidentiel, ce sont des propriétaires occupants. Donc, aussitôt qu'on peut penser qu'il peut y avoir des propriétaires qui n'habitent pas nécessairement la propriété, ou même si on veut avoir un petit peu plus de renseignements, on est mieux d'y aller avec le format prospection. D'accord? Donc, le point de départ, c'est de déterminer, c'est ça, le secteur géographique, d'obtenir l'inventaire, donc il y a combien de propriétés dans ce secteur-là, et ensuite de ça, de décider de quel des trois formats c'est ça qui fait notre affaire. Une petite note ici, il y a des frais de 300 $ de programmation. Donc, peu importe le format qu'on utilise ou même le nombre de records, il y a toujours un 300 $ de frais de programmation. Je vais juste aller vous montrer un petit exemple de fichier. OK? Juste pour que vous sachiez qu'est-ce que ça a l'air. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est un fichier Excel. OK? Et ici, on voit, j'ai juste un échantillonnage d'une 50aine de propriétés. Mais là, je suis dans le format prospection, où est-ce que c'est le format où est-ce qu'on a le maximum d'informations. Donc, on voit ici, c'est le numéro Civic 1. Donc, les titres sont en haut. Pour ceux qui sont familiers avec les fichiers Excel, là, on a les titres qui sont indiqués là, en haut de chaque colonne. OK, donc Civic 1. Je pourrais avoir ici Civic 2. Donc, si j'ai un duplex de 11283, 11285, ça serait indiqué ici. Bon, le nom de la voie, rue, le nom de ici, bon, la rue Earth. Dans l'échantillonnage qu'on m'a fourni, c'était des condos. Donc, ici, j'ai le numéro de condo 202. Le quartier, je vais juste envoyer ça ici. Le quartier, ensuite de ça, la ville.
OK, ensuite de ça, on a les noms des propriétaires, d'accord? Donc, j'ai Arlette chez Mali, OK, et son adresse à madame. Donc, bien souvent, comme j'ai mentionné, ça va être la même adresse que la propriété, mais c'est bien d'avoir les deux adresses, OK? Ensuite de ça, on s'en vient vers des données qui ont fait, si on veut, à l'immeuble. Donc, ici, immeuble, valeur, terrain. Donc, on a l'évaluation du terrain, l'évaluation de la bâtisse, l'évaluation totale. On a aussi l'année d'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2014-2016. Donc, ça nous rassure. On sait qu'on a des évaluations à jour. Ensuite de ça, c'est la transaction montant dernière vente. Okay? Donc, ce sont les montants, okay? Les prix de vente, okay? De toutes ces transactions-là ici. Et ici, j'ai la date de la dernière vente. Donc, ça ici, ce sont des dates de vente. Donc, année, mois, jour. OK? Ensuite de ça, j'ai le nombre d'étages, le nombre de logements, l'année de construction même, le lot, OK? Et la catégorie de bâtiment. OK? Donc, quand je vous ai dit, j'étais dans les condominiums, je l'ai vu ici, c'est indiqué. Donc, supposons qu'on avait vraiment mélangé les résidentiels, condos, ainsi de suite. Bien, ça serait indiqué dans cette colonne-là. Et c'est bien parce qu'on peut faire du tri, OK, sur les différentes colonnes. Et ici, on a l'espèce de lien vers le Canada 411. Donc, on fait un copier-coller. OK, le coller, on le met dans notre furteur et ça lance la recherche automatiquement si on veut faire du code card. La seule chose à noter, que ce n'est pas, vous savez, le Canada 411, il n'y a pas de tri qui est fait avec la NTE. Donc, c'est vous qui devez décider si vous appelez ou pas. Mais chose certaine, c'est que ça peut être une belle avenue aussi pour faire du code card parce que toutes les propriétés ont ce lien-là. Mais je vais aller au-delà de ça. Moi, avec cette base de données-là, c'est bien beau, j'ai les coordonnées du propriétaire et de la propriété, mais avoir les dates de vente, ça peut être très, très, très précieux pour moi. Puis je vous explique pourquoi. J'ai 4500 adresses ici et j'aimerais être créative et peut-être communiquer avec les propriétaires. Ça fait au-delà de 10 ans, d'accord, qu'ils ont acheté. Moi, pour moi, là, je me dis, ben c'est le temps qu'ils vendent. Okay? Puis je vais viser ces propriétaires-là. Donc, ce qui est plaisant avec Excel, c'est que ici, j'ai mon champ, okay, de date de vente. Voyez-vous, ici, je peux aller dans les filtres A à Z. Je l'ai déjà fait. Hein? J'ai mis la plus petite date à la plus grande date, mais je peux le refaire, OK, et faire le contraire, mettre la plus grande date à la plus petite date. Mais chose certaine, c'est que juste sur mon petit échantillonnage de 50 que j'ai ici, là, je vois là facilement là, que j'ai tout ça ici. OK? J'ai environ une dizaine de records, OK, qui sont de 10 ans et plus. OK? Où est-ce que je pourrais dire, ben, ces gens-là, je vais les contacter, sont effectivement dans mon secteur ferme. Ce sont des propriétaires qui ont acheté la maison il y a très longtemps. Donc, je peux envoyer une lettre, même préciser que ça fait longtemps qu'ils ont acheté, ainsi de suite, peut-être pas en tant de mots, mais comprenez que ça peut être très, très, très personnalisé. OK? Donc, je peux faire ça, dire, ben là, je vais faire les propriétaires de triplex qui fait longtemps qu'ils ont acheté. OK? Ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça peut être très, très, très plaisant de travailler avec des dates. Ou, je peux dire, je vais contacter les propriétaires qui ont acheté il y a 5 ans. On dit, ouais, c'est sûr que ça fait pas aussi longtemps que ceux que ça fait 10 ans, 15 ans. Mais le 5 ans peut être intéressant aussi. Donc, je pourrais viser les propriétaires là, de 2005 ou c'est ça, 2005 et plutôt 2010, pardon. C'est ça, les propriétaires de 2010, j'en ai plusieurs ici. Et pensez que leur hypothèque vient peut-être à échéance, hein, parce que la SCHL a souvent dit que les termes des hypothèques étaient de 5 ans. Okay? Donc, 95% par ça, les termes étaient de 5 ans. Donc, en se basant sur ça, il y a de très grandes chances que ceux qui ont acheté en 2010, que l'hypothèque vienne à échéance. Et puis moi, je pourrais approcher ces gens-là en disant, si vous aviez pensé de vendre, c'est ça, et que si votre hypothèque vient à échéance, ça serait peut-être un bon temps pour éviter les pénalités hypothécaires. Hein. Fait que vous savez, des fois, quand il reste 1 an ou 2 ans, les gens sont toujours surpris de voir le gros montant de pénalités. Puis, des fois, ils se disent, ben là, je suis mieux d'attendre comme une hypothèque qu'elle vienne à échéance là, avant de vendre. Okay? Donc, ça pourrait être quelque chose de faisable. Donc, parce que vous avez les dates, OK, et vous pouvez faire des tris avec un fichier, ça rend toutes ces choses-là possibles. Et encore une fois, on peut faire aussi en même temps un tri
avec le type de propriété. Donc, ils vont avec des plex ou des condos, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le forfait prospection où est-ce qu'on a vraiment un maximum d'informations. Si je vais vers, on va aller vers l'autre, le Mailing Plus, qui est un petit peu moins cher. On voit ici que c'est semblement la même chose au début. On a l'adresse de la propriété, bon, le quartier, le code postal, ainsi de suite. J'ai le nom des propriétaires, leur adresse, qui peut peut-être ne pas être la même que la propriété, et ça s'arrête là. Ici, tout ce que j'ai mis en jaune, ok, ce sont des informations qui ne sont pas incluses. Ok, donc, les informations d'évaluation, la dernière date de vente, le nombre de logements, le nombre d'étages et le fameux Superlien 411, c'est pas inclus dans le Mailing Plus. Okay, donc, on a vraiment coordonnées propriétaires, coordonnées immeubles. Okay, donc, au niveau de l'adresse. Et si on va dans le format Mailing, qui est notre format le moins dispendieux, ici, en fait, tout le début de l'adresse de l'immeuble n'est pas inclus. Okay, donc, c'est en jaune, n'est pas inclus. Okay, donc, ce qu'on va avoir d'inclus, c'est les coordonnées du propriétaire. Donc, si on prend le premier ici, Ginette Lauzon, telle adresse, rue, on a vraiment l'adresse complète. C'est un numéro de condo, il est là, Montréal. On a le code postal, ainsi de suite, mais c'est tout. On n'a pas non plus les évaluations, les dates de vente, prix de vente, ainsi de suite. OK, il perd rien 411. OK, donc on a vraiment juste les coordonnées du propriétaire. Donc, c'est un choix à faire, savoir si vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir de l'information qui pourrait être utile pour des tris spécifiques, comme j'ai mentionné avec les dates de vente, ainsi de suite. Et si on retourne juste encore à cette diapositive-là, OK, donc à 4500, OK, le forfait de prospection, OK, ça me coûterait 2250. OK, donc il faut le voir naturellement comme un investissement. Si je le travaille comme il faut, en principe, je vais retirer des fruits, donc des commissions. Donc, le public postage Mailing Plus, où est-ce qu'on a et les coordonnées de l'adresse et du propriétaire, c'est un petit peu moins cher, à 1075. Et l'autre, où est-ce qu'on a juste les coordonnées du propriétaire sans plus. OK, donc c'est 1125. Okay. Les mises à jour. Okay, donc, c'est bien beau. Je reçois une belle base de données. Je me mets à faire du public postage. Ça va bien. Mais à un moment donné, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ben, il y a peut-être certains propriétaires qui ne seront plus à jour. Okay, donc, si vous êtes membre JLR, encore une fois, j'ai l'impression que la majorité de vous l'êtes, vous mettez des alertes sur les propriétés ou de votre secteur ferme en utilisant les RTA, donc le H2M. Okay? Donc, on va dans le www.glr.ca et en inscrivant l'information, et ensuite de ça, vous inscrivez l'information directement dans votre fichier Excel. Okay? Donc, si vous voyez que cette semaine, il y a eu 3 transactions, vous allez dans votre fichier, hein, vous pouvez taper dans les cases et remplacer des informations existantes. Mais ce qui est plaisant, c'est que vous n'êtes pas obligé de demander dans vos alertes juste des ventes. Hein. Vous pouvez demander aussi des préavis d'exercice, donc des avis de 60 jours et des successions. Être vraiment à l'affût de tout ce qui se passe dans votre H2M. Okay? Donc, supposons que vous voyez qu'il y a une succession, telle adresse, vous allez l'indiquer dans votre fichier Excel. Okay? Donc, vous allez le mettre à jour de cette façon-là. Puis ça aussi, c'est un bon incitatif, là, une succession, peut-être d'appeler le liquidateur, de vous présenter, de dire que vous travaillez activement ce secteur-là et que c'est ça. Et comme on mentionne souvent dans les formations de prospection, les liquidateurs ou les gens qui évitent n'habitent pas nécessairement toujours dans le secteur où se trouve la propriété. Hein, vous savez, souvent, ça va être à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, c'est une belle approche et ils ont une incitatif un petit peu plus élevée de vouloir vendre l'immeuble que si on y va au hasard. Donc, c'est une belle façon, ça, de mettre à jour sa base de données ou tout simplement un remplacement. Okay? Donc, vous pouvez demander à GLR de remplacer votre base de données. Donc, nous, on fait la même requête. Naturellement, on va avoir des nouveaux noms, par exemple, à chaque 6 mois. Mais il y a des frais selon la fréquence. Puis ça, ça c'est à discuter avec votre, avec votre représentant. Mais juste, vous allez me montrer dans GLR comment ça fonctionnerait. Pour ceux qui ne sont pas souvent allés dans les alertes, OK? C'est dans le menu de gauche ici et
On a juste à cliquer sur Alerte JLR, hein, c'est pas très compliqué. OK? Et ici, le premier onglet, c'est Propriétés sous alerte. On ne veut pas mettre une propriété sous alerte. C'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut mettre un secteur sous alerte. Donc, on prend l'onglet du milieu. OK? Et à ce moment-là, il y a des choix qui s'offrent à nous. Ici, c'est mettre une ville sous alerte, mettre un RTA sous alerte. C'est vraiment celui-ci que je vais choisir parce que, hein, depuis tantôt, je le dis, je travaille le H2M résidentiel. Donc, je vais mettre le H2M sous alerte. Voyez-vous, juste en cliquant ici, j'ai la possibilité d'aller mettre mon RTA. Donc, je vais mettre H2M. D'accord? Et le système nous demande catégorie de bâtiment, qu'est-ce que tu veux? Okay, c'est le fun parce que je l'ai déjà ici tout résidentiel. Okay? On s'entend que s'il y avait des chalets en que ça sortirait, là, mais je ne crois pas qu'il y en ait un. Donc, on s'entend que ça va être probablement de l'unifamilial, du condo et des plex. Il n'y a pas de maison mobile non plus. Fait que je vais choisir tout résidentiel et je vais être avisée dès qu'il y a une vente. Okay? Donc, je vais laisser le mot vente tel quel et je vais mettre en alerte. Donc, c'est juste un clic. On s'entend que ça ne me donne rien tout de suite. Ça, c'est pour le futur. Donc, dès demain, OK, parce que l'alerte s'en va dans le système JLR. Donc, dès demain, si dans le H2M, il y a une vente qui a lieu, je vais recevoir un courriel de JLR. OK? Mais c'est juste un courriel informatif. Je n'ai pas toute l'information. Je n'ai pas l'adresse, ainsi de suite, mais c'est juste, comme on dit en anglais, un heads up. OK? Quelque chose qui s'est passé dans ton secteur. Et on peut aller voir quand on consulte les alertes. La même chose avec, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est bien beau de savoir là, qui achète quoi là, dans le secteur, mais on veut savoir plus que ça. Moi aussi, je veux savoir les avis de 60 jours. S'il y a quelqu'un de difficulté au niveau là, de probablement son hypothèque. Okay? Donc, là aussi, il peut peut-être avoir un incitatif de vente. Et finalement, dans les choix ici, ben, j'ai transmission. Alors, vous savez tous que transmission, c'est les successions, c'est le terme légal. Donc, je ne change jamais mon H2M ni mon taux résidentiel. Donc, je fais mettre en alerte. Donc, ça me fait 3 alertes. OK? Ça ne coûte rien de mettre des alertes dans JLR. Il peut y avoir des frais juste lorsque le JLR trouve des propriétés qui ont été soit en avis de 60 jours ou, en succession. Donc, ça, c'est bien. Je m'assure comme ça de savoir tout ce qui se passe dans mon secteur, dans mon H2M, et je vais pouvoir aller mettre, à jour ma base de données. Et maintenant, on va parler des avantages de la base de données JLR. Je pense que vous en avez vu déjà beaucoup, mais on va juste récapituler là, juste pour être sûr. OK. Donc, ça permet de s'adresser aux propriétaires et non aux locataires. Ça a l'air banal, ça, mais pensez-y, quand on utilise les services de Poste Canada, quoi que ce soit, ils vont selon le nombre de portes. Et puis, dans un triplex, s'il y a 3 portes, ben là, c'est considéré comme 3. OK? Versus un triplex chez JLR, le propriétaire, c'est 1. Okay? Donc, c'est vraiment le propriétaire et non le locataire. Puis même quand on parle de condo, la CHA dit qu'on est rendu près de 20% de condos qui sont loués au Québec. C'est quand même beaucoup. Okay? Donc, si on travaille le condo, qu'on veut s'assurer de rejoindre le propriétaire et non le locataire, ben, ça peut être une belle avenue aussi d'utiliser les bases de données. Ça permet aussi la sélection de catégories d'immeubles. Ça aussi, ça a l'air banal. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Mais vous vous souvenez tantôt, quand j'étais dans mon ANSIC, okay, puis j'avais 15 000 propriétés, que je trouvais ça vraiment trop grand, que j'ai opté pour peut-être pour y aller juste avec du triplex, mais partout à ANSIC. Mais j'ai changé d'idée. Mais ça, c'est quelque chose que de toute façon, je n'aurais pas pu faire avec les services sociaux qu'on a également. On choisit des secteurs, mais on ne peut pas dire, je veux avoir des triplex, des quadruplex, puis pas les condos. OK? Poste Canada ne fonctionne pas comme ça. Si dans notre cas, nous, on choisit des secteurs géographiques, OK, avec des RTA, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut choisir des sous-catégories d'immeubles ou dire, moi, je veux juste le multilogement, je veux juste telle sorte, même si dans le secteur, il y a d'innombrables propriétés, je veux juste spécifier ces types de propriétés-là. Donc, on n'envoie pas des infolettes, des cartes postales pour rien. Et aussi, on peut sauver sur les envois. Comme on a vu tantôt, ça permet de filtrer avec la date de vente. Okay? Si on y va avec le fichier de prospection,
comme je vous ai dit, la date de vente, c'est très précieux parce qu'on peut faire du marketing très, très, très ciblé là, avec des anciens achats ou des achats de 5 ans pour voir s'il n'y aura pas matière là, de revente. Donc ça peut être très pratique. Et aussi, ben, ça permet l'intégration dans Prospect Web. Okay, donc, les courtiers centristes ont tous accès aux prospects de base hein, avec leur service. Et il y a une intégration qui peut se faire. Donc, il s'agit tout simplement de sauvegarder le fichier Excel en format CSV. On peut le faire soi-même et de l'intégrer dans Prospect Web. Et puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai mon 4500 qui s'en va déjà dans une grosse base de données, supposons de 10 000 que j'ai déjà. Ben, c'est fun parce que le système Prospect va, excusez l'anglicisme, mais flaguer okay, que ce sont une intégration JLR. Okay, et que si jamais je voulais travailler dans Prospect spécifiquement ces données-là, okay, ça serait possible okay, parce que ça va être identifié dans Prospect. Donc, ça, c'est une autre belle avenue parce que les gens qui sont habitués de travailler Prospect vont peut-être trouver ça plus simple de travailler un fichier Excel. Donc, c'est possible. Et il y a même un avantage sur l'outil de prospection de JLR. Donc, ceux qui sont souvent allés sur JLR, qui ont utilisé l'outil de prospection, vous êtes souvent probablement aperçu qu'on peut faire une extraction maximum de 500. Des fois, ça peut être problématique parce qu'on veut viser toutes les propriétés résidentielles de tel secteur et puis on indique la ville, le système va dire veuillez raffiner votre recherche. Okay? Et là, on ne peut pas aller vraiment plus petit que la ville ou la terre. Fait que là, il faut y aller par rue. Okay? Puis ça devient un petit peu encombrant. Donc, avec le fichier, là, il n'y a pas cette contrainte-là. C'est-à-dire que plus que 5000, il n'y a vraiment pas de problème. Là, c'est faisable, c'est qu'on vous crée un fichier de cette façon-là. Donc, ça, ce sont les grands avantages de la base de données JLR. Donc, pour résumer le secteur ferme, là, j'ai mis des petites photos. Je me suis fait plaisir. Donc, on choisit son secteur et on obtient la liste des propriétaires. Donc, ça serait comparable à la phase semée. Okay? Ensuite de ça, on communique avec eux étant les propriétaires régulièrement. Ça serait la phase cultivée. Quand on dit qu'il faut que ce soit régulier, c'est pour ça qu'on a l'analogie d'arroser, il faut que ce soit fait régulièrement là, si on va avoir du succès. Et la dernière, et avec le temps, on en récolte les fruits. Donc, ça, c'est la partie récoltée. Et j'espère que vous appréciez la petite image ici que j'ai trouvée avec la récolte des fruits qu'on sème. Donc, ça se termine là. Et ben, je vous invite à communiquer avec nos représentants si jamais vous aimeriez vous faire une soumission. Si vous aviez déjà eu une petite idée peut-être de faire une ferme, puis vous ne saviez pas trop comment commencer, combien il pouvait y avoir de propriétés. Donc, toutes ces étapes-là, JLR peut vous aider.